C'est un sujet qui est d'actualité puisque les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, étant le centre du monde, toutes les décisions qui sont prises aux États-Unis ont forcément des impacts sur le reste du monde. Et donc, dans un tel cas de figure, celui qui est le dirigeant des États-Unis, s'il se comporte bien, le monde aussi va ressentir cela. Mais s'il se comporte mal, le monde aussi ressentira cela. Puisque c'est eux aujourd'hui, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui utilisent leur politique pour influencer au-delà de leurs frontières, pour influencer l'économie mondiale, pour influencer la vision même de ce que les gens pourraient se faire du monde. Et aujourd'hui, les États-Unis qui se sont désignés comme les gendarmes de la démocratie dans le monde, quand on observe la naissance de la dictature, il est important qu'on puisse signaler cela aux uns et aux autres. Donc, le premier sujet a pour titre Donald Trump, possible dictateur entre guillemets. Voici les 7 signes qui présagent d'une dérive autoritaire aux États-Unis. Nous sommes dans l'anticipation. Donald Trump, qui est le pur produit des États-Unis, les États-Unis qui eux-mêmes se sont présentés au reste du monde comme les paragons des droits de l'homme, comme ceux qui donnent une valeur sans limite à la démocratie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2025, dans le cœur du capitalisme et de la démocratie, nous sommes en train de voir un dictateur qui est en train de naître? Un dictateur, ça ne naît pas en un jour, ça ne naît pas ex nihilo, ça ne naît pas sur le champ, ça naît progressivement et ça grandit comme un monstre. Et donc, à travers les signes, on va vous expliquer comment un mouton a pu accoucher d'un poisson. Si aujourd'hui les États-Unis, qui étaient le symbole de la démocratie, accouchent aujourd'hui un dictateur, c'est comme un mouton qui accouche un poisson. Les purges politiques et l'appui des groupes paramilitaires inquiètent des experts. Donald Trump a promis qu'il serait un dictateur, mais seulement le premier jour de son nouveau mandat. Maintenant que ce jour est passé, s'arrêtera-t-il vraiment? Au-delà du spectacle et des déclarations farfelues, les signes de dérive autoritaire, voire de fascisme, sont réellement inquiétants, croient des experts des deux côtés de la frontière. Et voici pourquoi. Lorsque Donald Trump a été élu, on a vu des signes qui ne donnent pas espoir. Et parmi ces signes-là, on a vu déjà qu'il fait les règlements de comptes politiques. On a aussi constaté que ceux qui étaient les groupes paramilitaires, c'est-à-dire les milices qui étaient acquises à la cause de Donald Trump et qui ont attaqué le Capitole, c'est-à-dire l'Assemblée nationale des États-Unis, ces personnes ont été libérées. Donald Trump lui-même, avant son élection, avait dit cela: je serai un dictateur. Et quand il est venu, il a signé assez de décrets pour tout bouleverser. Et maintenant où nous en sommes, il prend des décisions qui sont en train de changer même la face du monde. Quand des taxes douanières sont imposées à 15, 20, 30% parce qu'il n'est pas content avec un pays, cela change l'économie mondiale et crée des conséquences. Et donc, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, est-ce que Donald Trump pourra-t-il s'arrêter ou est-ce qu'il ira plus loin? Voilà aujourd'hui où nous en sommes. C'est vrai, quelqu'un peut faire des déclarations, mais ce n'est pas suffisant. Quand la personne s'engage à travers des actes concrets, là alors on commence à s'inquiéter. Et ce n'est pas nous seulement qui nous inquiétons, mais tous ceux qui sont des experts et tous ceux qui savent voir à travers les différentes politiques qu'on a vues à travers le monde, sont en train d'interpeller le monde pour dire faisons attention. Si le centre de la démocratie mondiale aujourd'hui est en train de lancer les bases du fascisme, du désordre, est-ce que le monde sera un monde sûr? Et donc à travers cet exemple, je vais vous montrer comment les États-Unis sont en train de devenir le nouveau centre de la dictature mondiale. Petit 1, seul au sommet. À plusieurs endroits dans le monde, la politique tend à être
de plus en plus personnalisée, c'est-à-dire à tourner autour du nom ou de l'aura d'un seul chef. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand tu regardes les télévisions mondiales, ce qu'on a l'impression de voir, c'est que dans chaque pays, on a l'impression que la politique est aujourd'hui dirigée par un seul individu. Ça veut dire des hommes super forts. Quand vous prenez la Russie, c'est Vladimirovich Poutine. Quand vous prenez les États-Unis, c'est Donald Trump. Quand vous prenez, par exemple, je vais appeler ce pays-là, le Brésil, même chose. Quand vous prenez la Turquie, même chose. Quand vous prenez la Chine, même chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on personnalise la politique. On ne fait plus la politique en se disant qu'on vient pour aider à sauver, garder l'intérêt du peuple et l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. Mais chacun lutte aujourd'hui pour lui-même, sa personne, sa propre image et son petit peuple. Et une fois qu'on en arrive à un tel état de fait, ça veut dire que le monde, chacun ne regarde que dans le sens de ses intérêts. Et tout tourne autour d'un chef. Et quand c'est comme ça, qui va se laisser dominer par l'autre? Ça veut dire donc que le monde devient un monde où nous avons aujourd'hui des dictateurs ou bien des personnes qui ne sont pas prêtes à faire des concessions. Mais dans le cas de Donald Trump, on peut carrément parler d'un culte de la personnalité, selon des analystes américains. Mais dans le cas de Donald Trump, ce n'est pas seulement un individu qui veut se personnaliser à la tête de l'État, ce n'est pas seulement quelqu'un qui veut être vu comme le seul à la tête du pays le plus puissant du monde, mais c'est quelqu'un même qui veut qu'on l'adore comme un dieu. Soit tu es d'accord avec lui, ou bien tu n'es pas d'accord avec lui. Tu es livré au dieu Baal. Si vous tapez le dieu Baal, vous allez comprendre. C'est un fétiche des dieux juifs et ce qu'il faisait, on sacrifiait des êtres vivants en les mettant directement dans le feu. Et donc aujourd'hui, venez sur la scène politique américaine, vous voyez aujourd'hui que dans sa stratégie, c'est une chasse à tous ces politiciens qui ne pensent pas comme lui ou qui n'agissent pas dans le même sens que lui. Depuis sa réélection, Donald Trump s'est d'ailleurs entouré de gens choisis pour leur loyauté. Donc depuis qu'il a été élu, depuis le premier jour, je vous avais dit cela ici, quand tu regardes autour de lui, ce sont des gens extrêmement radicaux qui ne jurent que par Donald Trump, des gens qui sont tellement extrémisés, comme par exemple Elon Musk, qui trouvent même qu'il ne peut plus dormir chez eux, il faut louer un appartement à côté de la maison de Donald Trump pour toujours être là. Et là, comme ça, il sera le meilleur courtisan, celui qui saura faire le culte de la personnalité de Tidjam Thiam. Or, quand on donne à un humain, à travers le culte de sa personnalité, la croyance que cette personne-là est un dieu, est-ce que ce n'est pas comme ça que dans l'Antiquité, on traitait les dirigeants? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un retour dans le passé pour déifier des individus? Et quand vous faites d'un homme un dieu, c'est que vous ne lui donnez plus de limites. Vous lui permettez de tout faire. Et donc, le parti républicain ne semble pas avoir d'influence sur Donald Trump. C'est le contraire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont mis Donald Trump au pouvoir, c'est eux-mêmes qui regrettent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle ici la réserve fédérale et surtout le centre des impôts qu'on appelle le IRS, aujourd'hui, Donald Trump vient de prendre les données économiques et financières de tout le monde. Et c'est Elon Musk qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre vision de contrôler le monde. Or, quand tu as un tel pouvoir, tu as un pouvoir de tout faire en bien comme en mal. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces informations? Nous ne savons pas. Mais est-ce que c'est pour le bien? Nous ne pouvons pas le dire. Mais est-ce que ça aura des conséquences? Oui, ça aura des conséquences graves. Parce qu'avant lui, personne n'avait franchi cette barrière. Mais pire, les républicains qui ont mis Donald Trump au pouvoir aujourd'hui sont là. Le monstre a fini par avaler le parti qui a créé le monstre lui-même. Parce que les républicains n'ont pas pensé un jour que Donald Trump aurait pu franchir ces barrières. Et aujourd'hui, c'est Donald Trump qui les contrôle et eux n'ont plus de contrôle sur Donald Trump.
Et c'est un problème. Fait intéressant, les recherches montrent que les régimes autoritaires ont plus de chances de s'engager dans une guerre, surtout lorsque une seule personne prend toutes les décisions, explique M. Lachapelle. Et ce qu'il faut prévoir, c'est que tout le système sera non seulement désorganisé, et je vous dis une chose, moi j'ai déjà rêvé de cela, j'ai vu comment les choses vont se passer, et c'était hier nuit, mais je ne peux pas vous expliquer. Ben, je laisse ça comme ça. Ben, moi je sais comment les choses finiront. On ne parlera pas aussi de ça ici en public, vous m'excuserez beaucoup. Mais une chose est évidente, parmi les privilèges qu'a le chef de l'État des États-Unis, c'est la capacité d'aller en guerre. Et avec les régimes autoritaires comme ce que nous sommes en train de voir, il n'y a pas de doute, Donald Trump risque de nous conduire dans une guerre. Et dans une guerre qui risque d'être une guerre mondiale. Parce que Donald Trump a plusieurs modèles dans le monde. Et pour pouvoir bénéficier des bonnes grâces de Donald Trump, ces États radicaux, autoritaires ne vont pas hésiter à mettre beaucoup de flammes pour attiser la haine et surtout l'extrémisme dans le monde. Deuxième aspect qu'il faut vérifier. La violence, c'est OK. Depuis que Donald Trump est venu, vous voyez qu'on ne parle plus des droits de l'homme. Ça, c'est une chose très intéressante qu'il faut mettre dans sa tête et que vous devez mettre dans vos têtes. On s'en fout des droits de l'homme. Alors que les États-Unis, il n'y a pas bien longtemps, disaient à nos pauvres États africains, si vous ne respectez pas les droits de l'homme, c'est fini pour vous. Mais Donald Trump nous avait aussi dit qu'en 24 heures, il mettrait fin à la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Donald Trump dit, je suis un businessman. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous, Ukraine, exister, en contrepartie des armes que nous vous avons données, donnez-nous aujourd'hui toutes les terres rares que vous avez. Les terres rares, ce sont des métaux qu'on utilise pour fabriquer les ordinateurs, les fusées et tout ce que vous connaissez. Il dit maintenant, tout ce que nous vous avons donné, ce n'est pas cadeau. Mais si vous voulez aujourd'hui que dans les négociations, l'Ukraine puisse exister, donnez-nous en contrepartie toutes les terres rares qui sont en Ukraine. Là, en contrepartie, nous allons vous aider. Et nous allons vous aider comment? Voilà où toute la question réside. Nous allons vous aider en vous permettant d'allonger la guerre. Parce que c'est à cause de la guerre que nous avons pu obtenir les terres rares. Si nous arrêtons la guerre, est-ce que nous allons continuer à les avoir? Non. Donc ça veut dire quoi? La guerre en Ukraine ne finira pas. Mais la guerre, c'est quoi? C'est d'abord la violence. La guerre, c'est quoi? Ce sont les vies humaines qui sont détruites. La guerre, c'est quoi? C'est tout ce que vous pouvez imaginer de pire que l'être humain puisse créer sur la terre. Et ça me rappelle un peu le Coran, la métaphore où Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit par exemple aux anges, inclinez-vous devant la créature qui est là. Et les anges ont dit, les anges se sont inclinés, sauf le Satan. Mais ici, le terme qui est utilisé, c'est là que vous allez comprendre. On dit simplement Iblis. Et donc, c'est lui qui ne s'est pas incliné. En réalité, dans le même Coran, dans les hadiths, il a aussi dit qu'un être humain ne devrait pas s'incliner devant un autre. Et nous nous posons la question, comment Dieu peut demander à des anges de s'incliner devant des êtres humains? Donc en réalité, il ne faut pas prendre les choses à la lettre, mais il faut plutôt prendre les choses dans leur contexte. En vérité, ce qui est dit ici, c'est que Dieu, lorsqu'il a mis les êtres humains sur la terre, il a demandé simplement à tous les éléments de la nature de se mettre à disposition de l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la création ici, c'est pas comme ce que les gens inventent, il y avait la poussière, la pluie, non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, dans le processus de création, nous avons rendu l'être humain suffisamment intelligent pour qu'il puisse dominer tous les éléments qui sont dans son environnement. C'est ce qu'on appelait la soumission. Mais il y a un seul qui ne s'est pas soumis. C'est quoi? C'est ce que je vous ai dit, le côté sombre de l'être lui-même.
ce que vous appellerez le Satan ou Iblis ou ce que vous voudrez, c'est ce côté sombre-là. Pourquoi? Parce que dans le même Coran, Dieu vous dit qu'il a tout créé par paire. Il dit, chaque chose que vous voyez, il a créé ça deux. Quand tu vois le bien, il y a le mal. Quand tu vois, il y a l'ombre, il y a la lumière. Quand tu vois, il y a la chaleur, il y a le froid. Et donc, le côté lumineux et le côté sombre, là, il dit, toute la nature est à la disposition de l'être humain. Mais il y a une chose qui ne sera jamais à la disposition de l'être humain, c'est que constamment, il aura lui-même à combattre son propre penchant négatif. Voilà le vrai message qui est là. Et ceux qui sont des religieux, nous souhaitons qu'ils viennent pour donner notre explication. Et donc, les anges ont dit quoi? Ah Dieu, tu nous as dit de nous incliner, nous avons fait ça. Mais ceux que tu as créés là, ils aiment trop verser le sang. Tu ne vois pas comment ils ont versé le sang? Et Dieu leur dit, mais je leur ai aussi appris le nom de toutes les choses, n'oubliez pas cela. Ils peuvent aller au-delà de leurs conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, quand il ne fait pas usage de son bon côté, il devient donc un moteur de la violence et il se détruit lui-même. Et aujourd'hui, avec le fascisme et le désordre que nous sommes en train de voir dans le monde, la violence est devenue OK. Et quand on parle de violence, ça ne veut pas dire seulement prendre un coup de poing, mettre dans la bouche de l'autre. C'est toutes sortes de violences. On peut dire à une femme, ce que vous savez, ce que Donald Trump dit des femmes. Voilà, je ne vais pas me mettre ici à dire ça. Je peux appeler un état de merde. Je peux manquer de respect à tout le monde. Je peux me foutre de tout le monde. Et je peux créer les conditions de la violence chez l'autre tant que mes intérêts sont garantis. À plusieurs reprises par le passé, Donald Trump a donné son aval à la violence des groupes nationalistes tels que les Proud Boys. Et donc, la violence devient une chose normale tant que ça ne viole pas les intérêts de Donald Trump à l'intérieur des États-Unis comme partout dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, vous aurez vu plusieurs hommes violents, des personnes violentes qui étaient une milice ici, qui allaient attaquer le Congrès des États-Unis. Ce groupe-là qu'on appelle les Proud Boys, Donald Trump les a libérés. Tranquille. Ça veut dire quoi? Vous pouvez encore commencer à vous spécialiser dans la violence. L'historien Robert Paxson, une sommité sur l'autoritarisme, a longtemps refusé de qualifier le milliardaire de fasciste. Depuis le 6 janvier 2021, une horde de métiers ont pris d'assaut le Capitole à Washington, D.C. Par ces incitations à franchir les lignes rouges, l'étiquette du fascisme est maintenant nécessaire, écrivait Paxton dans le magazine Newsweek. Et donc aujourd'hui, la violence est devenue une chose normale. La violence est devenue même une qualité aujourd'hui. Et ça, c'est pas fait pour arranger le monde. Il y a 3 semaines, Trump a gracié une centaine de personnes impliquées dans cette attaque du Capitole envers le haut lieu de la démocratie américaine. Le fait de s'appuyer sur la violence des milices extra-légales, tout comme le fait de leur offrir une immunité, c'est typique du fascisme, abonde Augustin Simard, professeur au département des sciences politiques de l'Université de Montréal. Dans le fascisme, qui est une autre forme de dictature, vous allez voir que les fascistes, comme les Hitler, n'aimaient que les gens qui sont violents, comme les Joseph Mengele. Ce que j'ai dit là, après reprenez et écoutez très bien. Si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez le direct, vous tapez, et puis le mot que vous n'avez pas compris là, vous tapez sur Google. Vous allez comprendre la profondeur de tout ce que je suis en train de dire. Et donc, on va plus faire la promotion des hommes qui se caractérisent par leur capacité à être extrêmement violents. Et donc, le fascisme va créer plusieurs monstres ultra violents pour pouvoir créer la peur à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Et ça, on a pu le voir avec le régime de Hitler-Adolphe. Le troisième signe qui nous interpelle, c'est la purge politique. Dans les dernières semaines, Donald Trump a lancé des purges politiques comme le licenciement des agents du FBI ayant enquêté sur l'assaut du Capitole. Il a d'ailleurs souvent menacé de faire mettre ses opposants politiques en prison ou de recourir à l'armée contre l'ennemi intérieur. Cette façon d'utiliser son pouvoir pour se venger de ses adversaires
est l'un des signes les plus inquiétants des dérives autoritaires, comme nous le dit Jean Lachapelle. Dans les derniers jours, les équipes de Elon Musk, chargées de faire le ménage dans la bureaucratie américaine, ont commencé leur boulot, malgré leur manque de légitimité et le potentiel conflit d'intérêts. Et donc, quand Donald Trump est arrivé aux États-Unis ici, tous ceux à qui il avait des comptes à régler, il n'a pas manqué d'utiliser les moyens de l'État pour commencer à chasser ces personnes. Déjà, des magistrats qui devraient juger Donald Trump, eux-mêmes ils se sont dit, tellement les choses sont devenues dangereuses, il est mieux pour nous de démissionner. Donald Trump a fait renvoyer le directeur du FBI. Donald Trump est en train de régler ses problèmes et il dit même que même s'il le faut, il va prendre l'armée américaine pour lutter contre ses ennemis intérieurs. Cette façon d'utiliser le pouvoir pour se venger, ce sont des signes inquiétants. Si lui le fait, est-ce que demain lui peut dire aux Chinois de ne plus massacrer les Rohingyas? Est-ce qu'il peut dire à Paul Kagame de ne pas attaquer la République démocratique du Congo? Donc la violence est légitimée. Parce que ce que tu fais chez toi, tu ne peux pas venir dire aux autres de ne pas le faire chez eux. Le quatrième signe qui est inquiétant et qu'il faut signaler à chacun dès maintenant, c'est que ceux qui sont autour de Donald Trump, ses propres généraux le disent. Plusieurs ex-militaires qui ont collaboré avec Donald Trump ont prévenu le public des risques que Donald Trump représentait. Le général Mark Milley l'a qualifié de foncièrement fasciste et des personnes la plus dangereuse pour le pays. À cela est venu s'ajouter le commentaire et les témoignages de John Kelly, qui a été son chef de cabinet de 2017 à 2019. Il a raconté au New York Times en octobre que Donald Trump avait une préférence pour l'approche dictatoriale et qu'il tolérait mal les limites à son pouvoir. C'est que dans tout régime fasciste dictatorial, il y a des gens qui sont les témoins directs de la dictature. Je prends par exemple la dictature de Mobutu Sese Seko, où pour dominer psychologiquement et physiquement ses ministres et ses collaborateurs, Mobutu ne se gênait pas. Il t'invite dans son bureau avec ta femme et il dit, tu peux nous donner 2 minutes. Et puis toi-même, tu es là, tu entends ce qu'ils sont en train de faire dans le bureau. Et quand il finit là, il sait bien que tu sais ce qu'il a fait avec ta femme. Et quand c'est comme ça, là, il te tue à l'intérieur. C'est-à-dire, il te décompose dans tous les sens. Tu es fâché, il faut faire ce que tu peux. Ah oui, j'ai couché avec ta femme là. Je t'ai dit de te mettre dans la salle d'attente, non? Voilà. Tu entendais les bruits là, non? C'est ça même. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu seras obligé de sourire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça te détruit gravement dans tous les sens. Parce que ce n'est pas la faute à ta femme, ce n'est pas la faute à toi-même. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire contre le malfaiteur? Tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agir contrairement à ce que ça devrait être. Tu dois même sourire et même peut-être lui dire merci. Et effectivement, c'est comme ça que les dictateurs et les fascistes se comportent. Et il y a des gens qui nous ont déjà avertis. Donald Trump ne croit qu'en une seule chose, la violence et l'argent. C'est pourquoi tout ce que vous voyez, des gens sans cœur comme les Elon Musk, c'est ceux-là qu'il a pris pour s'entourer. Des gens qui n'ont pour Dieu que le Dieu de l'argent, le Dieu Mammon, et surtout le Dieu de la violence. Des gens qui sont sans foi ni loi. Mais, il faut le savoir, aucune dictature ne se fait sans que des gens à l'intérieur aient pu être des témoins. Et tôt ou tard, ces témoins finissent par sortir pour dire voilà comment les choses se faisaient. C'est comme ça qu'on a pu voir un ancien ministre de Mobutu dire comment il a couché avec les femmes de ses collaborateurs pour affaiblir ceux-ci. C'est la même chose aujourd'hui. Un ancien général de l'armée américaine qui a travaillé avec Donald Trump nous dit que Donald Trump est un individu foncièrement fasciste. Un individu extrêmement dangereux pour les États-Unis. Si Donald Trump est dangereux pour les États-Unis, ne le sera-t-il pas pour le reste du monde?
Voilà la réalité qui est en face de vous. Et il y a encore quelqu'un qui a travaillé dans son bureau. De 2017 à 2019, la personne s'appelle John Kelly. Et John Kelly nous raconte comment Donald Trump ne tolère pas du tout des individus qui le rappellent à la raison. Parce que pour lui, c'est ce qu'il a dit ou rien d'autre. Et donc, le cinquième signe qui doit interpeller les uns et les autres, c'est les réponses évasives à des questions cruciales. En 2023, Donald Trump a lancé sur Fox News qu'il ne sera pas un dictateur sauf le premier jour. Ce n'est qu'un de nombreux exemples de réponses vagues à une question fondamentale. Par exemple, il a à plusieurs reprises fait référence à un potentiel troisième mandat, même si la Constitution en limite le nombre à 2. Une semaine après son investiture, il affirmait ne pas savoir si cela lui était vraiment interdit. Jean Lachapelle se souvient du moment où les premiers voyants rouges se sont allumés sur son radar. C'était en 2016, en plein débat contre Hillary Clinton, quand Donald Trump a refusé de dire clairement s'il allait reconnaître les résultats de l'élection présidentielle en cas de défaite. C'était sans précédent, se souvient M. Lachapelle. C'était bien avant que Trump perde les élections en 2020 contre Joe Biden et qu'il qualifie l'élection de volée. Et donc en 2023, nous sommes en 2025, sur Fox News, Donald Trump dit « Je ne serai pas un dictateur sauf le premier jour ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès le premier jour, je vais venir là. Je vais mettre tous les ingrédients qui vont piéger le peuple. À travers des décrets que je vais signer, je vais piéger tout le monde pour être un dictateur du premier jour jusqu'à la fin de mon mandat. Parce qu'un seul jour suffit pour tout gâter, comme un seul jour aussi suffit pour tout arranger. Et donc, les dictateurs et les fascistes minimisent les problèmes pour créer plus de problèmes pour qu'eux, ils deviennent comme des dieux. Et sur la question, Donald Trump ira même plus loin pour nous dire, aux États-Unis, il n'est pas prévu de faire plus de 2 mandats. Mais quand lui regarde Vladimir Poutine, quand il regarde la Chine, pourquoi lui ne pourrait pas violer la constitution des États-Unis? Déjà où il est, d'ici qu'on en arrive à 2029, il est en train de réfléchir comment il va pouvoir faire un 3e mandat. Et ça, c'est un signe qui est beaucoup inquiétant. Déjà, pour ceux qui veulent encore des exemples, en 2016, lorsqu'il y avait la campagne, il a été demandé à Donald Trump, lorsqu'il était dans un débat avec Hillary Clinton, si tu perdais les élections de 2020, est-ce que tu vas accepter les résultats? Donald Trump a dit, lui-même ne le sait pas. Il dit sa réponse se fera en fonction des événements. Et donc les fascistes et les dictateurs ne reconnaissent jamais leur défaite. Exemple, Laurent Gbagbo. Et ce que Laurent Gbagbo a toujours eu l'habitude de faire, eux, ils n'ont que des droits, mais ils n'ont jamais d'obligations. Et lorsqu'on est en face de tels individus qui ne jurent que par la violence et le désordre, et que tous les droits, c'est qu'eux veulent, c'est eux qui doivent dicter leur volonté à Dieu, en ce moment donc, vous voyez dans quel monde nous sommes en train de nous installer. Et quand Donald Trump a perdu les élections en 2020, il a fait soulever les Proud Boys, qui étaient une milice, pour aller attaquer même le symbole de la démocratie. Parce que selon lui, tout comme Laurent Gbagbo, sa victoire à l'élection lui aurait été volée. C'est comme ça que les fascistes et les dictateurs se comportent. 6e élément qui doit attirer notre attention, embraser l'anneau du pouvoir. Dans les régimes en recul démocratique, la liberté de la presse tend à être menacée, explique Calvin Carsey, doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Donald Trump n'a jamais caché son hostilité envers les médias traditionnels, les qualifiant de fake news, sans parler de ses de ses poursuites contre CBS et un sondeur. En revanche, les influenceurs des nouveaux médias, dont plusieurs complaisants, auront dorénavant accès à la salle de presse de la Maison Blanche. Et donc, Donald Trump essaie de casser tous les modèles. Et donc, pour casser tous les modèles, il faut accuser tous ceux qui ne parlent pas en bien de lui. Là, comme ça, le journalisme qui faisait partie même des éléments du pouvoir qu'on appelait le 4e pouvoir
devient quelque chose qu'on taille sur mesure. Si Donald Trump se permet aux États-Unis d'utiliser le dénigrement contre la presse, qu'il qualifie de fake news, mais en même temps, lui-même, il crée des médias alternatifs qui sont complaisants vis-à-vis de ces dérives et à qui il donne même l'autorisation de rentrer dans la Maison Blanche. Ça veut donc dire qu'on laisse tomber, à moins d'être juste, on déséquilibre l'ordre mondial, on déséquilibre la réalité pour que les choses qu'on veut entendre soient toujours en notre faveur. Si maintenant il peut faire tout ça au sein des États-Unis, est-ce que ce serait le reste du monde qui sera sa priorité? Si les Africains veulent, ils peuvent se canarder entre eux. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Le 20 janvier 2025, une brochette de milliardaires, de la tech et des patrons des plateformes ayant autrefois banni Trump était au premier rang lors de son assermentation. Les États-Unis présentent d'ailleurs déjà les caractéristiques fortes d'une oligarchie gouvernée par un petit groupe de riches, observe Kalsi. Pour Augustin Simard, le message envoyé est que les agences de régulation et autres institutions censées protéger le peuple américain ne comptent plus vraiment. Ce qui compte, c'est maintenant d'aller embrasser l'anneau du pouvoir. Et donc, dans ce contexte, le 20 janvier 2025, qu'est-ce qu'on a constaté? Durant l'investiture de Donald Trump, tous ceux de la Silicon Valley qui, au nom des droits de la Constitution américaine, freedom of speech, la liberté de religion, la liberté d'association et beaucoup plus, la liberté d'avoir accès à l'information, ceux-là même qui respectaient tous ces droits basés sur la Constitution, s'ils veulent bien faire leur travail et ils veulent continuer à profiter, il faut qu'ils viennent faire allégeance au nouveau pouvoir en lui donnant un baiser sur la main, en venant embrasser l'homme au pouvoir, en embrassant sa main. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tout ce que vous connaissez, si vous ne voulez pas qu'on vous bannisse comme TikTok, Facebook, TikTok, X, whatever, c'est mieux pour vous de faire allégeance à Donald Trump et comme ça, on va pouvoir étudier votre cas. Et donc aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté de faire varier les opinions et surtout la liberté de réunir un champ de pensée est chose donc bannie aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, toutes ces plateformes-là seront obligées, après avoir fait allégeance à Donald Trump, de ne plus respecter les droits humains comme l'exige Donald Trump. Et septième et dernier élément qui attire notre attention, les dérives semblables ailleurs. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qui se passe dans les sales pays du monde. Maintenant, les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont dit que c'est eux, la mère et le père de la démocratie, et qui ont fait de cela leur leitmotiv à travers le monde, quand les États-Unis aujourd'hui deviennent un État dictatorial, ça veut dire que le monde sera géré en fonction des valeurs dictatoriales et du désordre. Plusieurs pays démocratiques ont connu une dérive autoritaire dans les dernières années, comme la Hongrie de Viktor Orban à partir de 2010 et le Brésil de Jair Bolsonaro de 2019 à 2023. Ces dirigeants ont utilisé des stratégies similaires à celles de Donald Trump, comme de miser sur la polarisation, de qualifier ses opposants de traîtres et de s'attaquer à la presse, illustre Jean Lachapelle. On ne peut pas prédire l'avenir, nuance-t-il. Tout dépendra de comment les autres institutions et garde-fous vont résister, concluent les experts interrogés. Et donc, nous ne pourrons pas dire ce que demain nous réserve, mais les éléments qui sonnent en ce moment nous permettent d'informer les uns et les autres afin que les uns et les autres puissent se réveiller pour comprendre dans quel monde nous sommes et à quoi il faut s'attendre en termes de danger et d'incertitude. Quand on a vu des gens qui copient aujourd'hui des modèles, aujourd'hui dans le monde, quels sont les hommes les plus influents? Ah, Vladimir Poutine, lui, laisse pas pour lui. Ah, Jair Bolsonaro, non, lui, non, c'est un Gattuso. Ah non, Viktor Orban de la Hongrie, non, lui, il s'en fout, hein. Et donc, ça fait quoi? Ça sonne ailleurs dans le monde. Chacun veut aujourd'hui ressembler soit à Vladimir Poutine ou bien à Trump. Imaginez-vous un monde maintenant où les modèles c'est Donald Trump et puis maintenant Vladimirovich Poutine. À quel monde vos enfants seront exposés? Voilà la question que chacun doit se poser lorsque vous avez entendu
ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, avant de vous laisser, je vais vous expliquer, on vous a parlé de la dictature, de l'autoritarisme, du fascisme, du totalitarisme, de l'oligarchie. Je vais vous expliquer ça en français simple. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on vient de vous citer là, ce sont des formes de dictature. Ce sont des formes de dominer les populations par la force. Et pour dominer la population par la force, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est l'autoritarisme. Un régime autoritaire est un régime qui, lorsque le pouvoir est utilisé de façon arbitraire, est concentré entre les mains d'un individu ou d'un petit groupe. Quand on dit qu'un pouvoir est autoritaire, c'est un pouvoir qui utilise l'injustice pour commander le reste de la population. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, comme dans le cas de Donald Trump ici aux États-Unis. Et quand tu te lèves le matin, tu viens dire, bon, je m'en fous de l'OMS. C'est de l'autoritarisme. Je m'en fous des accords sur le climat. C'est de l'autoritarisme. Parce que, de façon injuste, avant de sortir de certains accords, il y a des règles, mais on s'en fout de tout ça. On prend des sanctions contre des pays parce qu'on n'est pas content. Ou bien parce qu'on veut atteindre des objectifs. On a un problème contre la Chine ou bien contre n'importe quel pays. On sanctionne un petit pays pour lui dire voilà ce qu'on va te faire avec tes migrants. Mais si tu veux qu'on laisse tes migrants, il faut donc fermer par exemple le canal de Panama à la Chine. Et quand c'est comme ça, on va te permettre de laisser tes migrants flâner aux États-Unis. Et donc, est-ce que vous voyez un peu le jeu? On met la pression sur Panama en lui disant, si tu veux qu'on te donne une facilité, il faut fermer le canal de Panama à la Chine, par exemple. Si on ferme le canal, ça va avoir un coup sur la Chine. C'est injuste parce que les règles du commerce international ne doivent pas le faire. Mais c'est comme ça, l'autoritarisme. Ce type de gouvernance s'éloigne de la démocratie libérale où les différents pouvoirs sont séparés et se contrebalancent les uns les autres. Il s'agit d'un spectre qui comporte plusieurs degrés selon les experts. Et donc, ça n'a aucune ressemblance avec la liberté et surtout la démocratie libérale. Comme aux États-Unis, si on aime l'appeler le checks and balance, ça veut dire, comment on appelle, contrebalancer les pouvoirs. Et donc, vous comprendrez déjà que c'est très dangereux quand on prend ça comme modèle à l'intérieur des États-Unis et dans les rapports avec le reste du monde. À quoi est-ce que cela peut nous conduire? Est-ce que les autres vont s'asseoir pour croiser les bras? Si on utilise la violence et l'injustice, sachez que les autres en réaction vont utiliser les mêmes méthodes. Et on se retrouve dans un monde de confusion. Et ce que j'appellerais ici un capharnaüm. La deuxième manière de diriger les humains avec violence, c'est la dictature. Et pour vous parler de la dictature, ici, le mot dictature est perçu comme étant même plus grave que l'autoritarisme. Parce qu'ici, on utilise la violence pure et dure pour soumettre les gens. Et c'est une manière beaucoup plus vulgaire d'être autoritaire. Ça veut dire, on prend quelqu'un pour lui donner une leçon. C'est la personne qui a commis le crime là. On prend par exemple tous les membres de sa famille et puis on vient les décapiter. Dans la dictature, il n'y a pas de limite. Exemple de dictature, Mali. Exemple de dictature, Burkina. Exemple de dictature, Niger. Dans ces pays-là, on dit, il n'y a pas d'élection, mais on ne permet pas aussi de faire coup d'État. Ça veut dire les dictateurs là, ils n'ont pas de règles. C'est seulement ce qui les arrange qu'il faut faire. Et quand tu ne fais pas ça, comme dans le cas du Burkina, on te prend et tu disparais. Et un matin, on retrouve ton corps. Et comme ça, ça finit par créer la psychose dans l'armée du Burkina et au sein des populations qui se disent, si on peut liquider les militaires aussi facilement, s'il y a un escadron de la mort pour les militaires qui ont eux-mêmes des armes, mais pour nous, ça sera plus grave. Et donc, la dictature, c'est la manière la plus vulgaire de l'autoritarisme qui est exercée par un homme pour essayer d'inquiéter son peuple et pouvoir s'imposer au peuple et en ne laissant aucun choix à ce peuple. Le fascisme, doctrine politique apparue dans l'Italie de Mussolini au début du XXe siècle qui s'oppose au libéralisme et au marxisme. Souvent associée à une idéologie nationaliste, militariste, au culte d'un chef charismatique ou autoritaire. Pour comprendre ce que c'est que le fascisme, prenez Hitler.
Quand Hitler vient à la tête de l'Allemagne, il donne l'impression qu'il est amoureux du peuple. Il donne l'impression qu'il est là pour le combat du peuple. Mais en même temps, il va arriver pour mieux contrôler ce peuple. Il les divise en deux. Il dit il y a les vrais Allemands et les faux Allemands. Il crée donc l'homme parfait en allemand dans un livre qu'il appelle Mein Kampf. Et ayant divisé donc le peuple, il utilise son charisme et son autorité pour essayer de créer les conditions où c'est une seule idéologie qui domine. Et quand tu veux parler, on dit non, c'est au nom des intérêts de l'État. Et on donne plus de pouvoir aux militaires pour pouvoir mater tous ceux qui réfléchissent différemment. Ça, c'est le fascisme. Et le totalitarisme, comme je vous l'ai expliqué, c'est un système politique dans lequel l'État cherche à contrôler tous les aspects de la vie sociale et privée des individus. Exemple, le régime de Staline en URSS et la Corée du Nord actuelle. Pour comprendre ce que c'est qu'un État totalitaire, prenez aujourd'hui le pouvoir en Corée du Nord. Même quand tu as Internet, on te demande tes mots de passe. Quand tu veux coucher avec ta femme, on dit, il faut enregistrer, tu vas nous apporter. Si les bruits qu'on n'a pas entendus là, on va te dire comment vous devez crier. Parce que si on explique les choses que vous comprenez bien là, actuellement là, en Russie là, si vous voyez des soldats nord-coréens là-bas, quand ils sont en Corée du Nord là, ils ne peuvent pas regarder porno. Donc, il y a beaucoup qui se sont inscrits sur la liste pour pouvoir sortir en dehors de la Corée du Nord. Et quand ils vont au front, tout ce qu'ils font comme Internet est gratuit là, c'est porno seulement, ils regardent ou c'est porno, ils regardent. Je suis en train de dire les choses dans l'amusement, mais je suis très sérieux. Comme pour vous dire que dans un régime totalitaire là, dès qu'on sent que tu es suspect ou même que tu ne vas pas dans la même ligne que tous les autres, on cherche à te contrôler. On met des gens derrière toi pour contrôler. Quand tu dors là, comment tu ronfles? Est-ce que tu ne penses pas différemment? Et donc, dans le totalitarisme, on veut contrôler la vie sociale, la vie privée des individus. Et l'ancienne URSS, l'Union des républiques soviétiques, l'a faite. Et on a vu les conséquences. Tellement les gens étaient sous le poids du totalitarisme, à partir de 1988, quand il y a eu le mur de Berlin qui est tombé, les gens se sont dit, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'on sorte de ça. Et le dernier modèle de pouvoir, de violence contre les peuples, c'est l'oligarchie. L'oligarchie, c'est quoi? C'est un régime dans lequel un petit groupe d'individus se rend puissant économiquement et dans tous les sens. On pourrait appeler ça aussi une plutocratie, où ce sont les plus riches qui dominent. Exemple, lorsque Gbagbo était au pouvoir, il disait quoi? Que l'argent circule. Mais l'argent circulait entre les mains de qui? Pour aller où? Et donc, dans les régimes oligarchiques, on crée des groupes d'intérêt économiques. Ça veut dire quoi? On crée des individus, comme les Stéphane Kipré. Lui-même, son papa n'a jamais eu moto bécane. Mais un matin, parce qu'il a pu frauder une signature, il est devenu multimilliardaire. Et donc, dans les régimes oligarchiques, on crée de toutes pièces des nouveaux riches, mais super puissants, que l'État contrôle. C'est pourquoi Vladimirovitch Poutine peut aller s'asseoir avec ces puissants-là et il leur fait comprendre, c'est moi, je t'ai rendu puissant et je peux te faire descendre dans la seconde en t'envoyant dans un goulag, en t'envoyant dans une prison. C'était la même chose avec Laurent Gbagbo. Il a créé des individus farfelus du jour au lendemain qui étaient devenus des milliardaires dans le pays. Il ne peut pas expliquer l'origine de leur puissance économique, sauf que c'est Laurent Gbagbo qui leur a permis cela. Et ce sont ces mêmes individus qui soutiennent Laurent Gbagbo, bec et ongle, parce qu'ils veulent redevenir des oligarques. Ils veulent devenir un groupe d'individus puissants qui a été rendu riche grâce à la présence de Laurent Gbagbo. Et donc, lorsque vous avez affaire à un pouvoir oligarchique, on ne peut pas rendre tout le monde riche. On ne peut rendre que quelques individus riches. Donc, on les rend suffisamment riches pour appauvrir la majorité de la population. Là, quand c'est comme ça, on peut contrôler le reste de la population. Et c'est la même chose que Chakadjian veut faire. Mais lui, dans son cas, il s'est entouré avec les enfants des gourous du PDCI.
les Yasmine, le maire de Cocody et bien d'autres que vous connaissez, et tous les repéros qui sont à côté de lui, il leur a promis qu'il va les rendre milliardaires. Quand ils vont aller prendre des prêts, ils vont partager ça entre eux. C'est pourquoi eux le soutiennent. Et quand ils vont arriver, ils vont créer cette oligarchie. Et l'argent qui devrait être pris pour construire des écoles, des routes et faire le bien des Ivoiriens, si ce argent est dans la poche de quelques individus, ces individus deviennent super puissants et le peuple devient beaucoup plus pauvre. Parce que nous sommes dans une plutocratie, un régime dominé par les plus riches. Et dans ces conditions-là, donc, au revoir le développement, au revoir la liberté. Chacun va regarder chaque jour la misère en face et devenir et choisir un de ces oligarques comme un dieu. L'article que je viens de vous lire, c'est un travail de l'AFP, c'est un travail de la télévision américaine PBS, c'est un travail du New York Times, c'est un travail du journal qu'on appelle The Guardian, c'est un travail de Fox News, c'est un travail de USA Today, c'est un travail de Associated Press, c'est un travail de Newsweek, The Atlantic, CNN, Le Monde, BTM TV, Politico, ABC News, Washington Post, Le Figaro, Hollywood Reporters and Forbes. Donc vous voyez combien de fois c'est un travail qui est profond. Et à ma petite façon, j'ai essayé de vous expliquer comment le monde se porte et surtout dans quel sens le monde est en train d'aller. Si on a lu cet article-là, c'est pour aiguiser votre intelligence dans deux sens. Soit pour créer de nouvelles stratégies pour pouvoir naviguer dans ce monde qui devient dangereux, ou bien nous nous mettons ensemble et nous combattons ces régimes autoritaires, fascistes, dictatoriaux pour que la liberté humaine soit une réalité. C'est pour cela que nous avons lu ces articles-là, pas seulement pour écouter et après dire qu'on a compris, mais il faut commencer à réfléchir et à se poser les bonnes questions pour entreprendre les bonnes actions.